Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical et bienvenue sur l'Invité. Ce dimanche, chers amis internautes fidèles de l'Invité, je reçois pour vous Maître Abraham Zizidokwe. Il est avocat et un homme politique béninois, plusieurs fois élu député, notamment lors de la première, de la 4e et de la 8e législature. Il fut garde des Sceaux, ministre de la Justice, chargé des relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement, président de la Cour suprême et premier vice-président du Conseil supérieur de la magistrature. Il a été également président de la Haute Cour de justice de l'UEMOA. Il est actuellement membre du présidium du parti politique Union progressiste, dont il est vice-président responsable de la formation au sein de cette formation politique. Bonjour à vous, Maître Abraham Zizidokwe. Bonjour, cher ami. Merci d'avoir accepté notre invitation, malgré l'agenda. Bien sûr. C'était pas facile quand même, ça fait un bon moment que je suis derrière vous. Bien sûr, ça fait un an qu'on s'est vu. Nous sommes dans la nouvelle année. J'espère que vous allez me permettre tout à l'heure de dire un mot Tout à fait. l'adresse de vos téléspectateurs ou Internautes. internautes. Alors, chers amis internautes, ce dimanche, au menu de cet entretien, nous parlerons de la résurgence des coups d'État en Afrique, de la création à la présidence de la République de la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations. Nous parlerons également de la lettre de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo au président Patrice Talon. Il va effectuer quelques clarifications conceptuelles autour des procès de Joël Frédéric Aïvo et de Rikia Madougou, lesquels procès continuent de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Et en fin d'émission, nous parlerons des prochaines échéances électorales, notamment les élections législatives de 2023. Il se sursure que dans l'opinion que le parti politique Union progressiste a son hégémonie menacée dans le septentrion, notamment avec le bloc républicain qui reçoit des adhésions de part et d'autre. Nous en parlerons également au cours de cette émission. Bonjour à nouveau, Maître Abraham Zizidokwe. Bonjour, cher ami. Alors, nous allons entamer par le premier sujet, mais vous avez voulu adresser quelques mots d'abord à nos amis internautes. Tout à fait. Je voudrais présenter mes civilités, de bons voeux à vous, à vos internautes, à votre structure, à votre responsable ici, pour les efforts que vous faites dans l'animation de la vie politique, dans l'information des citoyens béninois, dans le décryptage, l'analyse de l'activité politique. Je voudrais pour toutes ces raisons vous souhaiter bonne année, nouvelle année, souhaiter à tout notre peuple par rapport à la situation sécuritaire, par rapport à la situation sanitaire, par rapport à la situation alimentaire, souhaiter à notre peuple que ces difficultés que nous avons connues vers la fin de l'année dernière et les premiers jours de cette année, que ces difficultés s'éloignent du Bénin et ce sera l'effort des uns et des autres, des gouvernants et des gouvernés. Voilà ce que je vous dis en l'entame de cet entretien. Merci à vous, Maître Abraham Zizidokwe. On reçoit très bien vos vœux réciproques, on dit. Alors, nous sommes là ce matin pour essayer un peu de recevoir votre lecture sur certains sujets, notamment cette résurgence des coups d'État en Afrique. Dites-nous, selon vous, quels sont les éléments qui peuvent justifier ces coups d'État que l'on constate, qu'on note de part et d'autre depuis un certain temps dans les pays de l'Afrique francophone? Merci. D'entrée, je vous dirais qu'il n'y a pas de bons coups d'État militaires. Il n'y a pas de bons coups d'État militaires. Les gens pourraient opiner pour dire qu'on a vu, on cite certains exemples de Ghana, de Burkina Faso d'antan, c'était des exceptions. Et on ne peut pas transformer l'exception en règle et la règle en exception. Il n'y a pas de bons coups d'État militaires. Les militaires, l'armée n'est pas formée pour diriger la société civile, pour diriger la société politique. L'armée, c'est l'armée. C'est pour protéger les populations, c'est pour protéger les frontières du pays, c'est pour protéger le pouvoir civil. Et de ce point de vue, dans notre environnement, dans notre entendement, qu'on ne se méprenne pas que des civils.
que des politiques mal gérés, hier comme aujourd'hui, vous verrez, c'est les mêmes choses. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il s'agit de la gouvernance. Si vous voyez les pays qu'on cite, les pays frères et amis, le Mali, le Burkina Faso, vous verrez qu'il y a problème de gouvernance. La vous Guinée verrez que, il faut dire les choses, c'est des pays frères, des pays amis, mais touchons du doigt, disons-nous la vérité. Mais c'est la corruption. Quand la corruption est à ciel ouvert, quand les moyens définis pour assurer la protection des populations, si ces moyens sont détournés à d'autres fins, les gens croient que c'est nouveau, c'est ceci, c'est la nouvelle génération. C'est faux. Hier comme aujourd'hui, les mêmes causes produisent les... Tant que nous n'allons pas résoudre la question de la gouvernance, de la corruption, de l'impunité, nous serons confrontés. C'est clair, il n'y a pas de miracle. Est-ce qu'à vous entendre, vous estimez que les facteurs ou les mobiles de ces coups d'État résultent des faits de corruption notoire et d'impunité dans ces pays? Bien sûr. Il n'y a pas de... ne cherchons pas... C'est pas ici qu'il faut faire de la diplomatie. Disons-nous la vie. Les gens vont dire, le Mali, hein? C'est un pays ami, c'est un pays frère. Le Burkina, vous savez que je suis resté des années. Quand l'argent qui est alloué à des fins de défense, de protection, si cet argent ne va pas... Il y a un pays, je ne le cite pas parce que le Niger, c'est un pays frère et ami. On a, où il dit, de grosses sommes au ministère de la Défense. Mais tant qu'il y a ça, ne nous surprenons pas de ces actes qui malheureusement ne peuvent pas résoudre. C'est pour ça que le véritable problème de notre société, c'est encore l'éducation au civisme, au respect du bien public, à l'argent public. Ça, c'est un travail permanent. C'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas pour rien qu'à l'Union progressiste, nous mettons l'action sur l'éducation, la formation. Nous le faisons. Mais vous verrez, il faut atteindre une masse critique en matière d'éducation, de formation. Nous essayons de le faire, nous avons commencé. C'est sur la durée. Ce n'est pas un mandat, ce n'est pas 2 mandats, ce n'est pas 3 ans, c'est fini, on a formé, on va faire quelques colloques ici, par là. Ce n'est pas ça. Il faut, et l'UP, de ce point de vue, je l'ai dit et répété ici, l'UP travaille pour l'avenir, pour la génération à venir. Vous voyez aujourd'hui des soubresauts par-ci, par-là, on vous dit... ça, on reviendra là-dessus. Nous sommes à l'approche des échéances. Justement. Mais lorsque vous voyez ces coups d'État, lorsque je prends par exemple la Guinée, oui, le Mali, oui, le Burkina Faso, oui, selon vous, est-ce que ce sont les mêmes faits, les mêmes effets, les mêmes causes qui ont produit les mêmes effets? D'une manière ou d'une autre. Si vous fouillez, vous verrez en bas. Si vous creusez, vous verrez en bas. C'est pas normal que de jeunes personnes, de jeunes soldats au front ne trouvent pas à manger, soient obligés d'aller eux-mêmes faire la battue. C'est inacceptable. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas le fait de faire de coup d'État qui va résoudre ce genre de problème. C'est l'éducation, c'est le civisme, c'est la formation, c'est la conscientisation. Et c'est un travail permanent de vous, de nous, de l'État, de la société civile, de tout le monde. C'est chacun à son propre niveau. Est-ce que je respecte le bien public? Est-ce que je respecte l'argent de l'État qui passe entre mes mains? Est-ce que ça va là où ça doit aller? Après, on va dire l'État, on va dire ceci, on va dire cela. C'est faux. Ça doit commencer par chacun. Parce qu'il y a n'importe quoi. Le Benoît dit, l'État n'a pas fait ci, l'État n'a... C'est qui l'État? C'est chacun de nous. Alors, donc, on vous entend, ça veut dire que dans tous les pays de l'Afrique où il y a des faits de corruption avérés, dans le monde entier, d'impunité, dans le monde entier, il y aura plus d'État. Dans le monde entier, la différence, c'est que dans les autres pays, il y en a autant que nous. Mais quand il y en a,
on frappe. Ah, on se ressaisit. C'est qu'ici, on a toujours laissé, au nom de quelle démocratie, au nom mais est-ce que le Bénin est exclu de cette vague de coups d'État-là qui... Non, le Bénin a l'habitude, a eu l'habitude. Le Bénin s'est aseptisé de ça. Et à la conférence nationale, ça a été, et l'armée a pris l'engagement de retourner dans les casernes et l'armée est restée fidèle. Ça veut dire que nos dirigeants doivent donc veiller à ce qui est à l'armée revienne à l'armée. Ce qui est à la défense revienne à la défense. C'est en cela que la gouvernance de Talon change. Hein? La rupture, ce n'est pas pour rien. Des gens veulent qu'on revienne à l'ancien système, c'est faux. Dieu merci, ce qui a sauvé le Bénin, qui sauve le Bénin de cette situation-là, c'est parce que le président Talon a engagé des réformes. Il y a aussi le cadre institutionnel. Notre constitution, notre démocratie, on l'a fétichisée. Il ne faut pas y toucher, il faut pas. Le fait de ne pas faire des réformes dans ces pays-là, ça qui a amené droit à ces coups d'État. Le Bénin, le Mali, c'était des frères jumeaux du renouveau démocratique. On les citait. Le multipartisme médiatique au Mali, le multipartisme intégral au Bénin, les enfants chéris des révolutions, du renouveau des années 90. Pourquoi au Mali, au Bénin, on n'a pas eu la même issue? Parce qu'à un moment donné ici, au Bénin, on a vu le danger, on a touché à cette constitution fétichisée. On a fait les réformes. Si on était resté là, au multipartisme, on aurait le même sort que le Mali, que le Burkina aujourd'hui. C'est parce que ces réformes, ce cadre institutionnel a été touché. On a fait de notre démocratie, je ne sais quoi. Il ne faut pas y toucher. C'est le sacrilège. Or, c'est l'inverse. Il fallait bouger les choses. Une démocratie qui ne produit pas du développement. Il faut une démocratie qui puisse nourrir, produire le développement. Si vous faites de la démocratie pour la démocratie, on écrit les libertés, tout ça, le type a fait. Vous croyez que le ventre affamé a adoré? La démocratie illusoire, les libertés pour liberté, les ceci, cela pour la. Ce qui ne sont pas de nature à produire la démocratie. Notre constitution francophone, qui n'est pas de nature à produire le développement, est inapte à faire asseoir la démocratie. C'est une illusion démocratique. On a fétichisé, on a marchandisé. On fait des élections, on achète la conscience des gens, à coup d'argent, on dit c'est l'idéal, on dit il faut restaurer cela, il faut revenir à cela. Il faut oublier ça. Il faut aller. Oui. La démocratie qui produit le développement. La constitution qui produit le développement. Les réformes qui produisent le développement. Si on ne va pas dans ça, on aurait démocratie pour démocratie, je bavarde, des paroles mielleuses, cela. Ça ne conduit nulle part. Ça conduit à tout ce qu'on a vu dans la sous-région ces derniers temps. Dieu merci pour le Bénin, nous n'en sommes pas là. Nous avons un guide qui a vu très tôt qu'il faut faire bouger les choses, faire ses équipes et qui sont en train de faire bouger les choses. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que la démocratie soit de nature à produire le développement. Il ne faut pas s'en tenir à la démocratie formelle, à la démocratie uniquement électoraliste. On fait des élections, chacun dit c'est la démocratie, c'est faux. C'est de l'illusion. C'est de l'illusion selon vous. Alors donc, à vous entendre, les populations béninoises doivent rester en toute quiétude et doivent se dire que le Bénin ne subira pas ce mauvais vent-là. Les Béninois ne sont pas des êtres immobiles. Les Béninois doivent être vigilants, doivent savoir que ce qu'on fait, il faut poursuivre, il faut titiller le pouvoir. Pour que ça aille plus loin, qu'il n'y ait pas de retour en arrière. C'est de ça qu'il s'agit. Quand je dis qu'il faut restaurer, c'est des illusionnistes. C'est des gens qui c'est la démocratie romanesque, ça c'est fini. Il faut. Mais le peuple a besoin de l'eau. Aujourd'hui, on parle des prix de matières premières. Il faut que les gens comprennent. Il ne faut pas faire avare pour savoir que les prix en économie ont tendance à monter. Les prix de toutes choses, les prix ne reviennent pas en arrière.
sauf subvention. Les prix ont tendance à augmenter. C'est pour ça que dans les pays développés, par moment, on ajuste le SMIC, on ajuste les salaires. Les prix en économie ont tendance à toujours monter. Le Béninois, il pense que lui, il vit dans un monde propre à lui, où ce qui se passe autour de lui ne le concerne pas, ce qu'on vit dans le monde entier ne le concerne pas, et qu'il lui faut une situation particulière. Non. Quand on parle de modernisation, c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes dans une mouvance mondiale. Et en économie, les prix ont tendance à augmenter et non à baisser. Si vous voulez les baisser, ce n'est pas l'effort, pas le travail, pas le gouvernement, pas des actions ponctuelles, des trucs. Sinon, en économie, les prix ont tendance à monter. L'inflation, ce qu'on faisait avant, il y a 20, 30, 40 ans, avec 1000 francs, aujourd'hui, vous ne pouvez plus le faire. Donc, il faut que le Béninois intègre cela et n'est pas là toujours à pleurnicher l'État, ceci, cela. C'est soi d'abord. Devant ça, c'est qu'est-ce que je fais? Quand le producteur, on lui dit de nourrir son peuple, au lieu de nourrir, passons, on lui achète ça plus cher dans un pays limitrophe, il fait couler, la nuit fait couler les produits. Ça, c'est l'État, ça. C'est nous-mêmes. Parce que lui aussi, il a besoin d'argent pour acheter les produits parce que... Ils vont plus offrant. Oui, parce que les produits qui viennent... C'est pour ça que je dis, le Bénin ne vit pas en vase clos. Nous sommes, quand on parle du Bénin, prenez le Bénin dans son contexte. Sinon, on fait de fausses analyses. Au Bénin, il y a aussi... Tout ce qu'on regrette ici au Bénin, c'est partout dans la sous-région, partout dans le monde. Partout dans la sous-région, partout dans le monde. C'est vrai que tout à l'heure, vous avez lié un peu les cas de la Guinée, du Burkina Faso et du Mali par rapport au fait de corruption, d'impunité. Mais il se fait que les différents présidents qui ont été déchus ont des options de gouvernance un peu plus différentes les unes des autres. Alors, lorsqu'on prend le cas du Bénin, est-ce que, j'allais dire, l'opposition, dans son élan, se disant qu'elle se sent brimée, qu'elle se sent abusée, est-ce qu'on ne peut pas voir des mouvements d'humeur au niveau de la Grande Muette qui puisse quand même dire qu'elle veut apporter un soutien aux cris d'opposants, parce qu'il y en a certains qui se disent être exilés, qui se retrouvent hors du territoire national. C'est des épiphénomènes. C'est des gens qui veulent manipuler l'opinion à partir d'événements conjoncturels qui n'ont rien avec la politique qu'on fait au Bénin. Ils n'ont qu'à aller dans les autres pays, comprenez? Ceux qui sont exilés, les pays dans lesquels ils sont là. Ils n'ont qu'à nous dire comment ça vit, comment ça se passe. Ils n'ont qu'à nous dire comment ça se passe là-bas. Ils ont une situation de privilégiés, c'est autre chose. Ils n'ont qu'à aller voir le français lambda. Vous connaissez les gilets jaunes. Ils n'ont qu'à aller leur poser des questions. Eux, ils sont en situation, je ne dirais pas de prison dorée. C'est tout à fait différent. Ils ne vivent pas la vie des citoyens. Vous savez, on le dit, hein, les peuples, nous n'avons rien, par exemple, contre le peuple français. Nous avons les mêmes sorts, nous sommes embarqués. C'est les gouvernances des uns et des autres qui font la différence. Il ne faut pas nous méprendre sur l'analyse, sur la vision des choses. Le peuple béninois, c'est un peuple pacifique, c'est un peuple enthousiaste, c'est un peuple humanitaire, c'est un peuple qui aime recevoir l'étranger, qui aime... Donc tout ce qu'on dit là, c'est la gouvernance. Hein. C'est les élites, hein. Dans nos pays, là, on parle là, c'est les élites, hein, qui sont aux affaires. C'est à eux, à elles, ces élites, que nous parlons, que nous disons. Nous devons changer, hein, pour être en union avec la base, avec le peuple. Hein, c'est ça qui pose problème. À vous entendre, puisqu'on a beaucoup de sujets à aborder ce jour, on note que la corruption et l'impunité résultent des facteurs qui quand même amènent le peuple quand même à décider de dire à un président que j'en ai marre. Alors au Bénin, il y a une création au niveau de la présidence de la République, il y a cela 2 semaines, ça a été pris en Conseil des ministres, ça a été décidé en Conseil des ministres qu'il soit créé à la présidence de la République une cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations. Alors selon vous, cette structure va apporter quoi de concret avec déjà la CRIED qui existe? Ça va apporter quoi dans la lutte contre la corruption qui existe? Parce que déjà avec la CRIED qui a condamné des gens à 5, 10, 20 ans, le mal persiste. Alors cette structure, selon vous, aura quelle importance véritablement? Vous parlez de la... Quelle sera sa contribution? PD. Il y a un proverbe chez nous qui dit « Beaucoup de viande à la sauce ne nuit pas, ne fait pas de mal à personne. » Je suis entièrement d'accord avec vous. Je viens de vous parler
de la corruption, qui est un serpent de mer, qui est sous multiforme, que ce soit des gens du pouvoir, des gens de l'opposition, quand l'homme trouve un petit biais pour contourner la loi, il le fait. C'est une multiplication. J'ai cru entendre qu'on a parlé de conflit. Il n'y a aucun conflit. Il y a peut-être concurrence. Quand il y a plusieurs structures qui concourent au même truc, ça veut dire que le mal est si profond qu'il faut aller dans tous les sens. Il faut utiliser tous les leviers qui vont permettre de dissuader. Les compétences ne sont pas les mêmes. La CRIET, c'est une juridiction qui condamne. CPD n'est pas une structure qui condamne, c'est une structure qui investigue, qui informe et qui permet à l'autorité, parce que c'est multiforme. Le Béninois a plus de 1000 tours dans son sac. Vous mettez un mécanisme en place, ça marche, 1 ou 2 mois, il cherche à contourner, etc. C'est pour ça qu'il faut aussi multiplier les leviers de lutte contre cette corruption. J'analyse cela sous cet angle-là. D'autres disent que ça risque d'être une affaire de justice parallèle. Le cousin qui a un problème de ménage, il va aller dénoncer. Non. Je crois qu'il faut laisser la structure se mettre en place, voir son fonctionnement pour que ça n'aille pas dans cette dérive de viande. Tout ce qui est humain là a des trucs et au fur et à mesure, il faut bouger. C'est pour ça que le mimétisme, l'immobilisme, ce n'est pas bon. Le mimétisme et l'immobilisme, ce n'est pas bon. Il faut au fur et à mesure analyser, toucher, réformer, continuer, se relever, baisser. Mais on reste comme ça parce qu'on a des situations à qui, il ne faut pas toucher à notre constitution, il ne faut pas toucher parce qu'on a des privilèges, on veut les sauvegarder. Aucun pays ne peut avancer dans l'immobilisme, dans le mimétisme. Il faut faire bouger les choses et en tirer les conséquences. On tombe, pourquoi on est tombé, on tire les conséquences, on se relève, comment on peut aller mieux. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que le peuple soit en éveil, en état. Il ne faut pas là, tranquille, on attend tout de ci, on attend tout de cela, ça ne va pas faire ci. Non, il faut que chacun se dise, je suis un acteur important du développement. La confiance en lui-même. Qu'est-ce que j'apporte à mon pays? On veut que le pays apporte tout. Qu'est-ce que moi j'apporte dans la crise qui est là? Quelle est ma part? Qu'est-ce que j'apporte pour amener? On ne fait pas ça. C'est la faute aux autres. On va toujours battre notre coup sur la poitrine de l'autre. C'est pas de ça. Nous sommes des êtres vivants, dynamiques. Nous devons actionner le développement. Nous devons actionner le développement. Alors, un autre sujet qui nous réunit ce matin, c'est cette lettre de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo au président Patrice Talon. Vous avez été un très proche collaborateur de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Donc, je suis convaincu que vous aurez dû chercher à lire cette correspondance-là. Selon vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne chose. C'est une très, très bonne chose. C'est chaque acte dans notre pays qui permet à un frère béninois de se rapprocher de notre frère béninois, c'est positif. Moi, je ne dirais pas que c'est tard, mais il vaut mieux tard que jamais. Le président Soglo a bien fait. Le président Talon n'est pas un étranger au président Soglo. Et quand on voit les fonctions occupées par le président Soglo, par le passé, je crois qu'il doit être le premier à aider le président Talon à réussir son mandat. Moi, je trouve que c'est bon. Le président Yahi est allé voir le président Talon. Il y a eu des commentaires discourtois, c'est cela. Moi, je souhaiterais que le président Soglo aille voir le président Talon. Chacun ira plaider sa cause. Nous sommes dans un pays, il faut. C'est ça qui fait un pays. C'est pas quand on est dans l'adversité, dans le conflit permanent, dans la lutte, dans la violence qu'un pays se développe. Quel que soit Alpha. Même après les plus grandes guerres, on s'asseye toujours, on fait la paix. Donc, je trouve que c'est une très bonne chose et moi, je souhaite que les deux présidents se voient, se rencontrent, se disent la vérité une fois que c'est... Parce que le président Soglo, moi, je le dis, on n'a pas coupé le pont entièrement. Le président m'appelle de temps en temps. J'ai observé une évolution. Il reconnaît que l'être humain est un être humain avec ses faiblesses, ses forces.
Hein, il n'y a que Dieu qui soit parfait. Nous sommes là, lui, moi, l'autre. Nous sommes avec nos faiblesses, nos forces. Nous devons faire un effort de surmonter cela. Et si la nouvelle année peut nous aider à surmonter nos faiblesses pour essayer de retenir tout ce que nous avons pour que ce peuple-là soit soudé. Soudé ne veut pas dire que tout le monde dit exactement la même chose. Il ne faut pas, quand on dit, c'est le minimum de vivre ensemble, le minimum commun qu'on a ensemble. Et c'est en cela, quand les gens font un distinguo entre état de droit et état de loi, ça me fait rire. La première source du droit, c'est quoi? C'est la loi. C'est la loi qu'on respecte. Avant les autres sources, la coutume, quand il dit, ce qu'il faut distinguer, il vaut mieux un état de droit. Il vaut mieux un état de droit qu'un état de violence, qu'un état de force. C'est ça qu'il faut combattre. C'est l'état de violence, c'est l'état de force qu'il faut combattre. Et non l'état de droit, ni l'état de loi. Il n'y a pas de droit sans la loi. La loi, c'est la première source du droit. Alors donc, à vous entendre, selon vous, le contenu de cette correspondance-là augure de meilleures perspectives. Tout à fait. Quand vous écrivez, c'est ce que vous ressentez que vous mettez sur papier. On n'écrit pas pour écrire, on n'écrit pas pour faire plaisir. C'est votre ressenti personnel, une lettre, à ce moment-là précis. Moi, je crois qu'il faudrait considérer ça comme un acte positif. Il faut considérer ça comme un clin d'œil et il faut que la main tendue par le président Talon, depuis cette tournée, depuis la campagne, depuis son discours d'investiture, que cette main tendue soit attrapée par nos frères d'en face. Nous sommes les mêmes, le pays nous appartient à tous. Nous devons œuvrer les uns et les autres. On ne peut pas tout attendre du président Talon. Si à deux, vous voulez la paix, un seul ne peut pas faire la paix. Il faut que l'autre aussi, il faut que l'un se rapproche de l'autre pour qu'on ait la paix. On dit la paix, la paix, la paix. Mais quels sont faits? Quel acte concret on pose pour cette paix-là? C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Alors, nous allons parler des procès de Joël Frédéric Aïvo et de Ricky Amadougou. Vous avez suivi, notamment comme tout acteur politique, tout citoyen, les réactions de parlementaires français sur le déroulement de ces procès-là. Vous, en tant que juriste de haut niveau, si on peut le dire ainsi, au regard de votre parcours emblématique qui ne laisse nul doute l'empreinte quand même d'un érudit en la matière. Alors, selon vous, est-ce qu'il s'est agi au Bénin d'un procès politique pour les cas Aïvo et Madougou? Sur cette question... Lorsqu'on vous ôte votre manteau d'acteur politique, est-ce que le juriste doit opiner? Oui, depuis qu'il y a ces événements, je suis intervenu qu'une seule fois sur la question et sur Télé, Gov TV, tout au début, où je disais que j'aurais aimé ne pas avoir à en parler, compte tenu de la personnalité de Madougou, de Aïvo, l'un qui est un collègue, l'autre qui a occupé une fonction prestigieuse que j'ai eu à occuper, que j'aurais aimé ne pas avoir opiné. Je l'ai dit, et effectivement, je n'ai pas opiné. J'ai vu beaucoup de juristes qui ont opiné sur tout ce qui s'est passé, dont acte. Je voudrais profiter de ça juste pour faire quelques clarifications conceptuelles. Quand on parle de procès politique, quand on parle de sanctions politiques qui s'est passé, c'est une erreur d'appréciation. C'est une erreur. Il y a en droit basique ce qu'on appelle la qualification des faits, la qualification juridique des faits. Un événement qui se passe, le fait que nous soyons là aujourd'hui, ça c'est un fait, mais le juriste doit qualifier. Est-ce que c'est sur la base d'un contrat que vous m'avez appelé? Et ce que nous disons, c'est quel est son statut? C'est ce qu'on appelle la qualification juridique des faits. Donc, quand un événement se produit, le juriste cherche à savoir cet événement, c'est dans quelle catégorie juridique. Les gens ne font pas ça parce qu'on voit un personnage politique, on conclut à un procès politique. Non, ce n'est pas vrai. Un homme d'affaires, je vous donne un exemple. Il y a le monde des affaires. Dans le monde des affaires, c'est le droit commercial, c'est le droit des affaires, c'est le droit des entreprises qu'on applique quand ça arrive, quand il y a un procès, un contentieux. Mais il y a ce qu'on appelle le droit pénal des affaires. Ça veut dire quand vous êtes un homme d'affaires, vous faites vos affaires, vous êtes régi par les règles du droit commercial, du droit de l'entreprise, tout ça là. Il y a ce qu'on appelle le droit pénal des affaires. Ça veut dire si vous
commettez des fautes, des infractions prévues par la loi, on vous applique le code pénal. C'est ça le droit pénal des affaires. Il en est de même en politique. Dans les élections, c'est des hommes politiques, ça là. Le processus électoral. Au cours de ce processus électoral, il y a des infractions, il y a des délits qu'il ne faut pas commettre. Donc, il y a des délits électoraux, comme je vous dis. Donc, il y a des délits, des fautes que vous commettez qui sont sanctionnés par le droit électoral, qui est le droit pénal des élections. Quand on vous dit de ne pas frauder, vous fraudez. Ce n'est pas parce que vous êtes un homme politique qu'on va vous laisser frauder. Parce que nous sommes en élection. C'est interdit. Vous tombez sous le quoi? Sous le poids, ce délit de cette infraction qu'on vous applique. C'est ce qui s'est passé. Il ne faut pas. Maintenant, quand est-ce que la personnalité intervient? C'est au moment de la sanction. Quand un homme politique, on va voir, ben, celui-là, vous, un lambda aurait fait ça, le juge serait peut-être plus clément parce qu'il ne connaît pas la loi. Mais quand vous, homme de droit, plus êtes au sommet, vous faites ça, ça peut être pour vous une circonstance aggravante parce que vous, plus que n'importe qui, vous êtes censé. Vous ne pouvez pas introduire, que ce soit verbalement, que ce soit de façon pratique, vous ne pouvez pas introduire la violence à cause de 45 jours de prorogation, de 45 jours constitutionnalisés. Vous ne pouvez pas le faire. Vous tombez sous le coup de la loi. Et de ce point de vue, vous devez subir. Moi, cette affaire, quand j'intervenais sur Golf TV, je disais, la justice doit passer. Nécessairement. Nous sommes dans un état de droit. La justice est passée. Dont acte. À partir de maintenant, toutes les possibilités constitutionnelles, humanitaires peuvent entrer en jeu, mais la justice est passée. Elle devait passer. Nous ne sommes pas là pour mettre le couteau, remuer le couteau dans les plaies, pas du tout. Nous sommes des êtres humains avec nos hauts et nos bas. Une fois que la justice est passée, que l'état de droit est respecté, ça peut donner droit à toute possibilité diplomatique, humanitaire, gracieuse, tout le reste. Mais la justice est passée, c'est le plus important. Alors, dernière question sur ce sujet, avant de progresser. Quelle est votre appréhension de cette attitude de parlementaires français qui invitent le gouvernement français? Non, c'est des ingérences intolérables. N'en parlons même pas, n'insistons même pas. Chaque pays est souverain, chaque pays a ses lois. Je ne vois pas le Bénin aller s'ingérer dans la justice française pour dire pourquoi le président, comment il s'appelle, a été condamné, pourquoi le président Nicolas Sarkozy a de bracelets, pourquoi... Non, on ne va pas aller, chaque pays a ses lois, ses règles, chaque pays est souverain, il faut respecter le pays. Il n'y a pas de petit pays en matière de souveraineté. Nous sommes égaux en droit, en devoir, donc ces ingérences-là, vous ne pouvez pas empêcher cela. Tu sais, le député, vous savez que j'ai occupé les 3 fonctions, l'exécutif, législatif, parlementaire. Je dis l'homme le plus libre de tous ces hommes politiques, vous voyez, ministre, c'est le député. Il t'insulte gratuitement. Il s'est fait élire pour... Gratuitement, c'est ça, je le dis. Je sais ce que c'est. C'est l'homme le plus... Il t'insulte à crédit, gratuitement, on ne le fera rien. Quand il est dans son hémicycle, il est dans ses débats, mais il est l'homme le plus libre. Ça les gens ne le savent pas. Les gens ne le savent pas. Avant, les gens disaient, j'ai payé là, c'est pas pour rester... Et quand on ne leur donne pas la parole, un président qui ne sait pas la gérer, il dit, moi, j'ai été élu pour parler. Un monument de la scène politique au Bénin disait, au gouvernement, on gouverne et au Parlement, on parle. Bien sûr. Merci à vous, Maître Abraham Zizidoroué. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Les prochaines séances électorales, on note un calme sur la scène politique. Lorsque vous vous rapprochez de certains députés, ils n'ont pas l'assurance d'être positionnés pour les prochaines séances. Au niveau du parti FCBE, c'est des migrations. C'est-à-dire, nous avons vu récemment, il y a cela 9 jours environ, des élus, notamment un maire dans le Septentrion qui a quitté son parti FCBE pour le parti Bloc républicain. Je suis sûr, comme je l'ai annoncé à l'entendre de cette émission, que dans l'opinion, le BR est en train de mettre l'Union progressiste en difficulté. Quelle
appréciation faites-vous de tous ces faits qui concourent à la préparation de l'élection législative ou des élections législatives de 2023? Les législatives de 2023 seront un tournant politique majeur dans l'histoire politique du Bénin. C'est à partir de 2023 que les réformes actées par le président Talon prendront forme et nous conduirons aux élections générales de 2026. Comprenez qu'il y ait ces mouvements, c'est dans l'ordre des choses. Vous savez qu'à la veille d'importantes échéances, il y a des mouvements. Cette transhumance saisonnière-là, ce n'est pas la preuve des mouvements saisonniers mis en exergue à la une par certains journaux. Ce n'est pas la preuve qu'il y a du progrès. Au contraire, le travail qui se fait profondément. Vous savez, l'UP a été première sur 2. L'UP voudrait confirmer sa place quand il y aura 5-6 partis qui s'annoncent aux prochaines échéances. Et l'UP travaille dans ce sens. L'UP ne fait pas de la politique spectacle. L'UP n'est pas à la une des journaux, telle affaire, tout ça. Ça, c'est des épiphénomènes. C'est des gens qui peut-être ne se trouvent à l'aise que dans la communication. Nous nous trouvons à l'aise dans la formation, dans l'éducation. Nous travaillons dans le peuple. Nous allons vers les femmes, nous allons vers les jeunes, nous descendons, nous mettons le peuple en branle. Et les gens nous observent. Nous travaillons méthodiquement. Nous ne faisons pas de politique spectacle. Nous n'en avons pas besoin. Nous avons été premiers sur 2. Nous voulons, et nous le disons, nous serons également. Nous voulons être premiers sur 6 qui s'annoncent pour les prochaines élections. C'est ce que je peux vous dire. Tout le reste n'est que bavardage. Alors, Maître Abraham Zinokoui, vous avez regardé droit dans votre caméra, vous connaissez si bien le rituel au cours de cette émission. Vous allez dire un mot à l'endroit de ces internautes qui ont sacrifié de leur temps ce dimanche pour suivre cet entretien. Je vous les remercie. Je les remercie et je leur demande d'avoir confiance en eux-mêmes, en chacun d'eux. Se poser la question, qu'est-ce que je fais pour mon pays, pour qu'on avance dans la nouvelle année, pour que le pouvoir de la rupture fasse plus 2022-2023 et ce second mandat qu'il en a fait au premier mandat. Qu'est-ce que je fais? Dans la légalité, dans la compréhension. Quand on dit démocratie, je voudrais que les gens comprennent. Démocratie ne veut pas dire unanisme. Démocratie ne veut pas dire la voix de son maître. Non, la démocratie, j'ai eu à le dire quelque part, c'est d'abord la division, mais pas la division violente, la division au niveau des idées, la contradiction. C'est ça la démocratie. C'est le premier élément de la démocratie. Ensuite, c'est la délibération. Quand vous avez discuté, quand vous avez échangé, argument contre argument, programme contre programme, quel a été à la délibération les choix. Et quand c'est fait, on va à la décision. Et la décision appartient au peuple. Il n'y a que l'élection qui puisse dire que quelqu'un est bon ou pas. Tous ceux qui se réclament, je suis le plus beau, c'est normal, c'est humain. Chacun vante sa bouillie, mais c'est l'élection et c'est pour ça que je suis heureux que des opposants comme FCBE, des opposants comme les démocrates se préparent ardemment. Il faut qu'ils aillent jusqu'au bout. Il ne faut pas qu'à la dernière minute, ils fassent fausse route pour dire qu'il y a exclusion. Ce serait, le peuple verrait, parce qu'ils ont décidé, ils ont dit nous voulons aller. Je dis chiche, bravo, nous les attendons. Et au lieu d'être à 2, que nous soyons premiers de 2, moi je souhaite que l'UP soit premier de 4, de 5, de 6. C'est ça que je nous souhaite. C'est ça que je demande, n'est-ce pas, aux internautes, n'est-ce pas, d'être joyeux, d'être enthousiaste pour l'année nouvelle et de booster le développement. Quand on aura le développement, la démocratie sera assurée, sera garantie. Pas l'inverse. Merci à vous, Maître Abraham Zinokoui, chers amis internautes. On retiendra de cet entretien, il y a eu beaucoup de notes quand même pour cet entretien avec Maître Abraham Zinokoui. C'est pratiquement une grande bibliothèque qui est passée ce matin sur ESAE TV. À l'entame de ses propos, il a tenu à présenter ses civilités de bons voeux pour le compte de la nouvelle année 2022, parlant de la résurgence des coups d'État en Afrique. Il a fait savoir qu'il n'y a pas
de bons coups d'État militaires. On ne peut transformer l'exception en règle et la règle en exception. Il a argumenté dans ce sens. Pour lui, l'armée est pour la population. Elle est censée protéger les populations. Elle est là pour défendre l'intégrité du territoire national. Elle n'est pas constituée pour effectuer des coups d'État. Pour lui, là où il y a eu des coups d'État ces derniers temps dans l'Afrique, notamment dans la sous-région ouest africaine, c'est qu'il y a des problèmes de gouvernance spécifiques dans ces pays-là, notamment des cas de corruption et d'impunité. Il a illustré ses propos en disant que quand l'argent alloué à la défense est détourné, ça peut être également un facteur déterminant dans les raisons qui poussent les militaires à vouloir prendre le pouvoir d'État. Pour lui, il faut éduquer permanemment les citoyens au civisme et au respect du bien public. Pour lui, son parti politique pour lequel il est vice-président responsable à la formation de l'Union progressiste travaille pour l'avenir et travaille à la formation de ses militants. Pour lui, le cas de la Guinée, du Mali et du Burkina Faso, ce sont les mêmes causes qui ont produit les mêmes effets, notamment des faits de corruption et d'impunité. Au Bénin, parlant de la République du Bénin, lorsqu'il a été interrogé sur le fait de savoir est-ce que le Bénin pourrait être victime d'un coup d'État militaire, pour lui, depuis la conférence des forces vives de février 1990, l'armée béninoise a pris l'engagement d'être davantage républicaine et a pris l'engagement de retourner dans les casernes. Les gouvernants doivent tout faire pour que ce qui est destiné à l'armée lui revienne et ce qui est à la défense lui soit transmis pour plus d'efficacité et d'efficience. Il a déploré au cours de son argumentaire la fétichisation, j'y arrive enfin, de la constitution béninoise. Pour lui, il faut bannir la démocratie illusoire. S'il n'y a pas eu de réforme pour moderniser le cadre institutionnel du Bénin, le Bénin aurait été peut-être confronté à une situation déplorante, a-t-il dit au cours de cette émission. Pour lui, les constitutions francophones ne sont pas de nature à asseoir le développement. Pour lui, elles ne sont pas aptes, elles sont inaptes au développement et il a argumenté dans ce sens. Il a salué à maintes reprises la vision éclairée du président Patrice Talon qui a vu de très loin le danger et a su opérer des réformes avec beaucoup de courage et beaucoup d'abnégation pour que véritablement, pour lui, selon lui, le Bénin soit mis sur les rails du développement. Il faut craindre la démocratie formelle et électoraliste, a dit le juriste de formation et homme politique élu plusieurs fois député au Bénin, Maître Abraham Zizdohoué. Il a également, en commentant ses propos de part et d'autre, il a dit que les prix en économie ont tendance à monter, ça ne baisse qu'en cas de subvention. Et pour lui, on n'a pas besoin de faire de grandes écoles, notamment à Harvard, pour le comprendre. Ce qu'on faisait avec 1000 francs CFA il y a 20 ans, 40 ans, on ne peut le faire encore avec 1000 francs, on ne peut encore le faire aujourd'hui. Et il a argumenté également en ce sens, s'agissant de la hausse des denrées de première nécessité et la hausse d'autres prix. Il a argumenté dans ce sens-là. Parlant des exilés dits politiques, pour lui, ceux qui sont exilés, en cas dit comment ça se passe dans les pays dans lesquels ils se disent exilés, ils surfent aussi des situations conjoncturelles, a-t-il dit. Et il a pris pour illustration par exemple la France et a demandé comment la France a eu à se comporter avec les gilets jaunes. Si les opposants peuvent répondre avec sincérité face à cette interrogation-là, ils auront compris que un état de droit reste et demeure un état de droit. Opinant sur la création à la présidence de la République de la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations, Maître Abraham Zizdohoué a fait savoir que beaucoup de viande dans la sauce ne nuit pas. Pour lui, la corruption est un serpent de mer. Elle est sous plusieurs formes. Il faut utiliser tous les leviers qui sont disponibles pour permettre de dissuader. Les compétences diffèrent des autres structures existence à préciser le juriste de formation. Pour lui, s'il y a des failles au niveau de la création de cette structure, ça va se parfaire pour qu'il y ait plus davantage d'efficience. Le mimétisme et l'immobilisme ne sont pas de bonnes choses, à lancer notre invité, car pour lui, il faut faire bouger les choses. Parlant de la correspondance de la lettre que le président Nicéphore Dieudonné Soglo a adressée au président Patrice Talon, pour lui, c'est une bonne chose. C'est un acte positif. Pour lui, Soglo a très bien fait. Patrice Talon n'est pas un étranger à Nicéphore Dieudonné Soglo. Il souhaite que l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo aille rencontrer le président Patrice Talon, qu'ils échangent afin de taire les différentes divergences éventuelles. Il a révélé qu'il n'a pas coupé le pont avec l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Pour lui, le contenu de cette correspondance augure de meilleures perspectives et qu'on ne peut pas tout attendre à chaque fois du président Patrice Talon.
S'agissant des procès de Ricky Amadougou et de Joël Frédéric Aïvo, il a tenu à faire quelques clarifications conceptuelles pour lui en droit basique. Il y a ce qu'on appelle la qualification juridique des faits quand vous êtes un homme d'affaires. Il y a le droit pénal des affaires. Au cours du processus électoral, il y a des délits électoraux à ne pas commettre. Maître Abraham Zinokwe a argumenté largement ce sens, notamment au sujet des 45 jours constitutionnalisés de mandat présidentiel. Il n'a pas voulu opiner sur la réaction du député français qui, pour lui, sont des ingérences intolérables car chaque pays est souverain et il n'y a pas de petit pays en matière de souveraineté. Parlant des tractations politiques de part et d'autre et des élections législatives de 2023, il a fait savoir que les législatives de 2023 seront un tournant majeur pour l'histoire politique du Bénin car elles seront déterminantes et nous conduiront aux élections générales de 2026. Pour lui, l'Union progressiste, son parti politique, ne fait pas de la politique spectacle à l'UP. Ce qui préoccupe, c'est la formation des militants et le maintien toujours de la première place sur l'échiquier politique national. Et en fin d'émission, notamment dans sa conclusion, il a tenu à rappeler que la démocratie ne veut pas dire unanisme, mais c'est le fruit de la contradiction et qu'il n'y a que et uniquement les élections qui puissent juger de qui est bon et quel programme est meilleur à un autre. J'espère que j'ai été pêle-mêle fidèle à vos propos, Maître Abraham Zinokwe. Tout à fait. Tout à fait. Merci à vous une fois encore. Merci, franchement, merci pour la disponibilité que vous nous accordez à chaque fois que nous avons besoin de vous. Ce n'est pas véritablement facile. Je rappelle que vous êtes un avocat et un homme politique béninois, plusieurs fois élu député, notamment dans de la première, de la 4e et de la 8e législature. Vous avez été garde des Sceaux, ministre de la Justice chargé des relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement, président de la Cour suprême et premier vice-président du Conseil supérieur de la magistrature. Vous avez été également président de la Haute Cour de justice de l'UEMOA. Vous êtes actuellement membre du présidium du parti politique Union progressiste UP, dont vous êtes vice-président, responsable de la formation au sein de la dite formation politique. Merci une fois encore et merci à vous, chers amis internautes, qui nous accordez du crédit et de l'attention pour ce programme télé. Portez-vous bien et à très bientôt pour d'autres rendez-vous médias.